À 6h40, il est temps de retrouver Jacques Munier. Bonjour Jacques. Bonjour Clara. Ce matin, vous revenez sur le voyage officiel du président Emmanuel Macron en Chine. Et oui, et saviez-vous, Clara, qu'en mandarin, la transcription du nom de Macron est Maclon, soit le cheval qui domine le dragon, c'est dire si le président est accueilli avec considération. Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 8h pour le journal. À tout à l'heure. Le journal des idées, Jacques Munier. On sait que donc le voyage présidentiel a plusieurs objectifs, se poser en interlocuteur européen privilégié des Chinois et conclure d'importants contrats, notamment pour Airbus et Areva. Dans le contexte créé par le repli isolationniste des États-Unis, l'ambition géopolitique est loin d'être secondaire alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine, deuxième importateur mondial. L'aspect culturel n'est pas négligeable non plus pour les deux pays et le président français a d'emblée placé sa visite sous ses auspices en rendant un vibrant hommage à la culture chinoise et à tout ce qu'elle a inspiré chez nous, de Paul Claudel à Victor Ségalen ou les pionniers de la sinologie. Courrier international traduit les attentes chinoises telles qu'elles s'expriment dans le South China Morning Post. Pour le quotidien de Hong Kong, viennent en tête les relations commerciales bilatérales et le désir d'accroître l'influence des deux pays à l'international. Le professeur Ding Chun, qui dirige le département d'études européennes de l'université Fudan à Shanghai, rappelle que le gouvernement Macron doit assumer la dure tâche de revitaliser l'économie française et la Chine est le bon partenaire pour y parvenir. Il ajoute que la Chine, comme la France, sont favorables au multilatéralisme et à la réforme de la gouvernance mondiale, une base solide pour des discussions et une compréhension mutuelle. Xi Jinping, professeur en relations internationales à l'université de Tsinghua, estime que Macron a apporté de la stabilité à l'Union européenne, ce qui va dans le sens des intérêts chinois, car la Chine veut une Europe stable et prospère, surtout dans le contexte de protectionnisme et d'incertitude géopolitique engendrée par le président Trump. Les partenariats dans les technologies de pointe, notamment le secteur énergétique, nucléaire et renouvelable, l'aéronautique et l'intelligence artificielle sont également mis en avant, de même que la lutte contre le changement climatique. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et s'il est vrai, comme le montre Pierre Grosser dans un livre paru chez Odile Jacob sous le titre « L'histoire du monde se fait en Asie », que le pivot du monde est en train de se déplacer vers l'Extrême-Orient, nul doute que cette visite présidentielle ne se place dans l'axe de cette évolution. L'ouvrage revient d'ailleurs en détail sur les prémices du basculement avec la victoire du Japon face à la Russie en 1905, déterminante pour le jeu des alliances qui entraîna la Première Guerre mondiale, ou sur le conflit en Mandchourie, terre de rivalité entre Chinois, Russes et Japonais dans les années 20, qui amorça la situation géopolitique à l'origine de l'extension planétaire de la Seconde Guerre mondiale. Décentrer le regard, comme le fait aujourd'hui l'histoire globale, permet de mieux comprendre le cours du monde, notamment dans ses convulsions, et rend justice à l'aspiration des pays émergents à mettre en cause la domination occidentale jusque dans le récit des événements. Reste que si la démocratie n'est pas un produit d'exportation comme un autre, les droits humains doivent être défendus comme une valeur universelle. L'année 2007 restera pour la Chine celle où le président Xi Jinping a su renforcer ses pouvoirs comme aucun de ses prédécesseurs en 4 décennies de rapide développement économique. Elle demeurera aussi l'année où un prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, est mort en détention, rappelle Harold Thibault dans Le Monde. Si l'on préfère évoquer les cas de dissidents dans la discrétion, sous prétexte qu'on optimise ainsi les chances de résultat, cette discrétion réduit du même coup la pression, estime le journaliste, qui rappelle la visite à Pékin du président américain, s'étonnant d'un « wow » en voyant les drapeaux agités par des enfants sur son passage, une prouesse de régime autoritaire, et oubliant du même coup de tenir tête à son homologue Xi Jinping, se couvrant ainsi de ridicule. Une défaite aussi pour ceux qui ont cru qu'avec la prospérité économique, le pouvoir concéderait un minimum d'espace civique. Avec la croissance économique, la projection de puissance par le projet de nouvelle route de la soie, le président chinois a fait miroiter à son peuple un rêve d'enrichissement et de grandeur. Mais pour ce qui est du droit à se défendre devant une justice équitable et indépendante, ou de celui d'exprimer son désaccord avec le parti
parti unique. La situation est déplorable, conclut Harold Thibault. Dans ce domaine, comme dans d'autres, rien ne remplace les vertus du dialogue. Dans un débat à Taipei sur Chuang Tzu et la philosophie, le sinologue Jean-François Billetter tentait de traduire des concepts fondamentaux comme raison, matérialisme, sujet ou politique. Leur signification et leur champ sémantique ne sont pas directement transposables. Le mot politique, par exemple, qui renvoie pour nous à la cité grecque et suggère l'idée d'une association de citoyens libres et égaux délibérant publiquement de la façon de prendre en main leur destin, n'a qu'un équivalent affaibli en chinois dans un néologisme récent qui associe le concept de gouvernement au fait d'assurer le bon fonctionnement de quelque chose. Si l'on veut encourager la démocratie en Chine, il faudra faciliter l'acculturation d'une notion étrangère à sa culture et notamment par le dialogue entre les peuples.